Bienvenue, comme vous êtes nombreux, ça fait plaisir à voir. Je suis rassuré aussi de voir que la rencontre entre la culture et l'école ne laisse absolument aucune place au vide, sinon quelques-unes qui vont être bientôt remplies. Alors, tous ici, cet après-midi, nous sommes préoccupés par l'avenir de l'école et par l'avenir de la culture, a fortiori par l'avenir des deux réunis. C'est cet avenir que nous allons aborder ensemble, positivement et de façon constructive, j'espère, à travers la réforme des politiques culturelles, bouger les lignes, et la réforme de l'enseignement, le pacte d'enseignement d'excellence, tous deux initiés voici maintenant 2 ans. Alors, on a les invités, vous, on a le décor, cette jolie classe, qui nous montre que la culture, ce n'est pas quelque chose qui est en rupture avec l'histoire, que nous venons de quelque part et que nous allons quelque part, on l'espère. On a le présentateur aussi, on a les stewards, les hôtesses, les techniciens son et lumière, restent les intervenants. Alors, 2 ministres ont été mobilisés et réunis par l'équipe de Bouger les lignes. Tout d'abord, Alda Gréoli, vice-présidente, ministre de la Culture, de l'Enfance et de l'Éducation permanente en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alda, je vous appelle. Je voulais voir un petit peu qui était dernier rang. C'est pour prendre du recul. Vous vous mettez naturellement au dernier rang? Non, rarement, mais aujourd'hui, oui. D'accord, c'est un choix. Marie-Martine Schins, ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dernier rang. On aurait pu se rencontrer. Mesdames, bonjour. Vous avez bien choisi vos places. Cet après-midi, pas d'experts, pas de consultants ni de spécialistes. Vous êtes tous spécialistes en vos matières. On n'est pas là pour vous apprendre vos métiers, bien évidemment. Nous n'avons par ailleurs invité sur scène qu'un seul représentant de la coupole Alliance Culture École pour nous permettre de garder à la fois le lien, mais aussi des distances avec les conclusions des travaux. Alors, ensemble, on va essayer de dégager le champ des possibles que nous offre le pacte d'excellence et bouger les lignes, les obstacles que vous rencontrez bien sûr au quotidien, les ressources et les moyens dont vous avez besoin et dont vous aurez besoin pour concrétiser les ambitions du pacte d'excellence, si celui-ci bien sûr est approuvé par le gouvernement. On va passer aux présentations par ordre alphabétique. Virginie Collinet tout d'abord, bienvenue. Vous enseignez l'histoire de l'art en humanité supérieure au collège Cardinal Mercier. Depuis 10 ans, tout le monde au dernier rang. Frédéric Debec, professeur en académie depuis 1992. Vous êtes maintenant directeur en titre de l'Académie de musique des Verts et détaché depuis 5 ans au Conseil de l'enseignement des communes et des provinces pour l'enseignement artistique. Et vous êtes peut-être venu avec un fan club. Michel Guérin, vous êtes directeur de l'Observatoire des politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à ce titre, vous dirigez pas mal d'études et on vous a beaucoup vu dans les rencontres de Bouger les lignes et du pacte auquel l'OPC est partenaire. Ariel Arc, animatrice, programmatrice jeune public au Centre culturel de Namur, bienvenue. Guillaume Kerbuch, acteur de cinéma, de télévision, de théâtre, auteur et membre fondateur de la compagnie Jeune Public Trou de Verre à SBL, qui a eu 2 prix à 8, qu'on a vu dans la trêve notamment. Sophie Lapi, bienvenue à vous. Vous êtes chargée de projet multimédia pour Action Média Jeunes, une organisation de jeunesse, d'éducation aux médias qui s'adresse aux jeunes de 3 à 35 ans à Bruxelles et en Wallonie. Une association qui a pour but de développer l'esprit critique à l'égard des médias et nous en avons bien besoin. Denis Van de Putte, bienvenue. Entre 1994 et 2011, vous travaillez comme professeur d'éducation physique, instituteur primaire, surveillant, éducateur, animateur. Depuis octobre 2011, vous êtes directeur du groupe scolaire de Neumaison-Autrage, au nord du Borinage. Vous avez développé dans vos écoles des activités culturelles comme l'écriture d'un roman, l'écriture et la réalisation d'un court-métrage, la réalisation d'une exposition, une résidence d'artistes, etc., etc. Vos classes participent à de nombreuses activités culturelle dans votre commune. Alors, mesdames les ministres, on va commencer avec quelques éléments de cadrage. Tout d'abord, Alda Gréoli, est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement les tenants et aboutissants de l'opération Bouger les lignes? Oui, monsieur. Très bien. Plus sérieusement, je vais essayer d'être brève.
Donc, premièrement, que ce soit Bouger les lignes ou que ce soit un pacte pour un enseignement d'excellence, les deux grands chantiers avaient été lancés par notre prédécesseur et Marie-Martine et moi-même, on les a repris à bras-le-corps. Alors, pour ce qui concerne Bouger les lignes, l'ambition, mais ce n'est pas seulement l'ambition, mais l'objectif, est basé sur 3 choses importantes. La première, et je l'illustrerai par la fierté des artistes et la fierté pour notre création, c'est de permettre et de soutenir une nouvelle offre culturelle et de mettre en évidence la capacité créative de nos artistes en particulier. La deuxième, c'est de se dire qu'il n'y a pas d'offre culturelle, il n'y a pas d'institution culturelle s'il n'y a pas des publics pour les rencontrer. Et donc, c'est de travailler sur les conditions de cette rencontre entre l'artiste, entre les institutions, parce que pour moi, elles sont aussi importantes, et le public. Et le troisième aspect, c'est un aspect de gouvernance. En effet, je pense qu'il y a des choses essentielles qui sont la gouvernance. Et dans ce cadre-là, il est important qu'à la fois chacun se sente écouté, respecté. Et donc, par exemple, le processus qui a été mis en place et qui part de la base pour faire remonter vers les 2 ministres aujourd'hui des propositions est vraiment un bel exemple de gouvernance, pour ne prendre que cet exemple-là. Voilà ce que je pourrais dire de manière factuelle. Autrement, je suis partie pour 2 heures. Alors au début, justement, quels étaient les objectifs, les ambitions de Bouger les lignes concernant, beaucoup plus précisément, l'Alliance Culture-École? Un enfant de 3 ans qui arrive en première maternelle fonce sur une feuille blanche, prend de la peinture, prend des bouquins, écoute des contes, se laisse aller à la rencontre de ses émotions et donc d'un certain nombre d'expressions créatives que l'on appelle art en général. Il est vraiment étonnant de voir que plus il va grandir, indépendamment de son rapport à lui à l'adolescence, plus il va avoir du mal ou des espaces peu importants pour l'exprimer. L'importance de la culture à l'école, c'est de poursuivre cette adéquation, cette rencontre entre nous-mêmes et nous-mêmes au travers de l'art. Très bien. Quelles sont les orientations de l'Alliance, justement, Culture-École, dans le projet David 3 ? Une des choses essentielles, c'est de se dire que justement, là où aujourd'hui on mise sur l'enthousiasme des professeurs, d'une série de professeurs, pour pouvoir faire rentrer la culture à l'école, aujourd'hui, l'important, c'est que partout, en tout lieu, dans toutes les écoles, voilà des formules très faciles, mais encore après, faut-il les mettre en œuvre, il y ait cette capacité qui ne se base plus seulement sur l'enthousiasme des profs, qui s'appuie dessus, sur l'enthousiasme des directions et des pouvoirs organisateurs, mais qui permet aussi que chaque élève ait la garantie de cette rencontre. Très bien. Merci, Alda Greleux. On revient vers vous, bien évidemment, très fréquemment cet après-midi. Marie-Martine Schintz, quand vous reprenez, vous, les compétences de l'éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, est-ce que vous avez conscience de la pauvreté, excusez-moi le mot, de l'offre culturelle à l'école, que ce soit les pièces qu'on peut éventuellement aller voir, les livres qu'on doit lire, les cours dits obligatoires de dessin ou de musique. Est-ce que vous avez conscience déjà de cette béance-là ? Alors, je ne voudrais pas parler de pauvreté, parce que dans toutes les écoles que je visite, et j'en visite énormément, il y a des projets formidables qui sont portés par des enseignants, et Alda vient de le dire. L'objectif que nous voulons rencontrer avec vous aujourd'hui, c'est d'amplifier ce type de projet. Et donc, je ne pense pas qu'on peut parler de pauvreté, vraiment, mais j'étais bien consciente, par contre, que la plupart des disciplines artistiques n'ont pas la même légitimité que d'autres disciplines. Et en primaire, c'est assez vrai quand on compare ça aux compétences, aux savoirs de base, qui ont aussi, évidemment, un impact important sur les apprentissages des enfants. Et on peut expliquer ça avec plusieurs raisons. Alors l'inspection s'est notamment penchée sur la problématique et a listé différentes raisons. La première, mais c'est tout d'abord la capacité de chaque enseignant de pouvoir appréhender lui-même un art, quel qu'il soit. Et cette capacité, elle est liée à sa formation initiale ou finalement à ses envies personnelles, à son expérience personnelle. Et forcément, et c'est très bien ainsi, mais d'un enseignant à l'autre, c'est très variable. Ce diagnostic, il était posé avec un objectif clair, c'est comment peut-on améliorer les choses et comment peut-on faire rentrer ça dans la réflexion autour du pacte d'un enseignement d'excellence. Bien sûr, je parle ici des enseignants, mais il y a aussi, de manière plus large, d'autres raisons qui sont pointées par l'inspection, la volonté aussi du pouvoir organisateur d'investir ou pas, ou les moyens
dont dispose ce pouvoir organisateur pour organiser des rencontres avec les artistes, pour faire sortir les enfants de l'école ou pour faire rentrer la culture dans l'école. Alors, que dit le pacte par rapport à ça? Je pense que ça va être l'objet aujourd'hui de tout le débat. Mais moi, j'ai quand même pointé 3 éléments importants. Mais d'abord, ce fameux PK. On a encore réussi dans le monde de l'enseignement, et je m'en excuse, à inventer un nouvel acronyme. Le parcours d'éducation culturelle et artistique, on va en parler longuement. La question aussi du lien avec les académies. Les académies travaillent déjà aujourd'hui beaucoup avec les écoles et ça ne demande qu'à être amplifié. Et enfin, la question de la formation initiale, je l'ai évoquée tout au début. Alors pour vous aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer vraiment dans les grandes lignes, en moins d'1 minute, ce fameux pacte d'excellence? Je sais que ça va être difficile parce qu'on pourrait écrire un livre, mais... Il est écrit, je l'ai pris avec moi. Il va de soi que c'est un travail qui est progressif et un travail qui demandera encore une phase importante de consultation. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez les orientations. L'implémentation des mesures sur le terrain, leur praticabilité, moi j'y tiens beaucoup et on a décidé avec l'ensemble du gouvernement de rentrer dans une phase de consultation du terrain avec des rencontres qui vont se dérouler entre mars et juin, notamment pour rencontrer toutes les questions que peuvent se poser les enseignants, les directeurs, les acteurs aussi du monde culturel, les parents, parce qu'entre des orientations qui peuvent, je pense, susciter une belle unanimité, il y a bien sûr la manière dont on va les opérationnaliser et dont on va les phaser. Et ce phasage est aussi important parce qu'on n'est pas ici, et beaucoup l'ont compris maintenant, face à une énième réforme du monde de l'école, on est face à un système qui doit être progressif et qui doit pouvoir se mettre en place avec l'adhésion des acteurs. C'est aussi l'objectif d'une rencontre telle que celle d'aujourd'hui. Alors Michel Guérin, je voulais m'adresser à vous. Vous avez coprésidé, vous, les travaux du groupe de travail Alliance Culture École, à la fois pour le pacte et pour bouger les lignes. Comment sont organisées la rencontre finalement et le langage commun entre la culture et l'enseignement? Et plutôt bien, plutôt bien. On a relevé dans les travaux à l'Observatoire qu'en fait c'est une pratique qui est courante. On n'invente rien d'une certaine manière. En organisant cette articulation entre l'école et la culture, ce que l'on propose, c'est de la rendre structurelle, intégrée dans le cursus de l'enfant, de la maternelle à la fin du secondaire. Ça a bien fonctionné, puisqu'on avait l'opportunité de travailler avec des personnes qui déjà pratiquaient ce type d'articulation entre la culture et l'école. Très bien. Je pense que tout le monde y voit maintenant clair. Nous sommes donc parés pour attaquer les orientations de l'objectif 7 de l'axe 1 du projet David 3. L'idée phare est la suivante. L'Alliance Culture École se concrétise à travers la création d'un parcours d'éducation culturelle et artistique obligatoire pour tous les élèves du maternel à la fin du secondaire et intégré à un nouveau tronc commun. Le parcours est esquissé dans les conclusions des travaux à travers 14 grandes orientations. Commençons par les premières et deuxièmes propositions. Le parcours doit concerner tous les élèves du maternel à la fin du secondaire. Tous les plans de pilotage des écoles devront dès lors comporter un volet dédié à cet objet et l'envisager dans la continuité des apprentissages. Les directions et les équipes éducatives construiront leur propre parcours. Alors, Denis, c'est quoi ce plan de pilotage ? À partir de septembre 2018, toutes les écoles donc, du fondamental et du secondaire devront avoir mis en place un plan de pilotage. C'est-à-dire qu'on va demander aux écoles d'expliquer quelles stratégies elles vont, par exemple, adopter dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire. Quelle stratégie l'école va-t-elle mettre en place pour permettre à tous les enfants de réussir? Et dans le domaine qui nous concerne plus aujourd'hui, je veux dire, on va demander donc aux écoles de dire en même temps quelle stratégie d'apprentissage l'école va-t-elle mettre en place pour permettre aux enfants d'accéder à la culture et au sport. Donc voilà, ici ce ne sont que 3 points que j'ai choisis parmi les 13. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui sera donc quelque chose de pratique dans un premier temps, et c'est quelque chose qui sera donc évalué et modifié après 6 ans. L'évaluation se fait après 3 ans. Après 3 ans et modifié après... Voilà. Et le plan dure 6 ans. Oui, et le plan dure 6 ans, voilà.
Virginie, je rappelle que vous êtes professeure d'histoire de l'art. Alors justement, sur la continuité des apprentissages, c'est quand même une grande question, bien sûr. Comment l'envisager et la concrétiser? Mais dans le secondaire, puisque d'une année à l'autre, mais aussi d'une matière à l'autre, comment est-ce qu'on va interconnecter tout ça? Alors, je voulais rappeler qu'en humanité générale, il n'y a qu'une heure d'art, donc en première et deuxième. Et une fois que les élèves arrivent en troisième, si l'école ne propose pas une option art d'expression, eh bien, c'est vrai que c'est un petit peu aux mains des professeurs de français ou d'autres branches, selon leurs affinités, d'entrer, on va dire, la culture au sein de l'école. Alors, moi, je pensais, pourquoi pas continuer, justement, et je pense que c'est un petit peu le but de ce pilotage, 7 heures d'art jusqu'en réto, tout en étant bien conscient qu'une heure, ça ne pèse pas lourd dans une grille horaire par rapport aux autres branches, et que c'est souvent un cours qui n'est pas fort considéré ni pris au sérieux, un peu le cours récréation, et que là, il faut vraiment veiller aux conditions de travail des professeurs, et donc avoir plutôt travailler par petits groupes, puisque le professeur doit pouvoir gérer en même temps un aspect matériel et pédagogique. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va interconnecter les matières? Voilà. Bon, moi, je suis une grande défenseuse de l'histoire de l'art, parce que, évidemment, je trouve que cette matière permet de faire des liens avec le cours de religion, de maths, de sciences. Et sinon, on l'a déjà fait chez nous, on fonctionne par la mise sur pied de projets. Donc, suite à la visite d'une exposition, on va faire un travail plastique en art, on va faire une recherche dans le cadre du cours d'histoire, et on va imaginer une interview d'artistes par rapport au cours de français. Donc, est-ce que ça veut dire que tous vos collègues sont d'accord pour collaborer avec vous? Oui, ça se fait, mais pas de façon régulière, parce que ça prend du temps et qu'on organise ça pendant nos heures de table ou nos heures de fourche commune, si on en a. On passe à la troisième proposition maintenant. Alors le parcours est fondé sur 3 axes. Les connaissances qui développent l'esprit critique et l'expression personnelle, c'est l'éducation culturelle et artistique, histoire des arts. Les pratiques artistiques individuelles et collectives, c'est les enseignants spécialistes, les résidences, les partenariats culturels. Et la rencontre avec des artistes et des œuvres dans et hors les murs. Alors Sophie, Oui. bonjour. Bonjour. Alors, développer l'esprit critique, c'est un peu votre métier, on l'a expliqué au début. Quels sont les besoins que vous rencontrez dans les écoles en matière d'éducation aux médias, là plus particulièrement? Mais je pense qu'avant tout, c'est une démarche sur laquelle il faut se poser. Et se dire, OK, l'éducation aux médias, c'est réfléchir le média et analyser les enjeux, les différents enjeux du média. Et donc, par rapport à ça, effectivement, si on commence à parler d'Internet et qu'on veut parler de moteur de recherche, on veut commencer à parler de réseaux sociaux, si une personne n'a jamais vu ça dans sa vie de tous les jours, effectivement, c'est plus difficile d'en parler. Ceci dit, on peut pousser à la réflexion à partir de documents, pas spécialement d'Internet, mais de capture d'écran et de pousser à une réflexion autour de l'objet qu'on a sollicité. Virginie, je reviens vers vous. Vous êtes toujours prof d'histoire de l'art, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on n'a pas changé. Ça ne changera pas. Comment est-ce qu'on développe, là c'est très pragmatique finalement, et c'est votre histoire. Comment est-ce qu'on développe l'expression personnelle chez les adolescents à partir d'un cours d'histoire de l'art? En leur donnant la parole. Donc je suis assez, je leur propose une pédagogie plutôt active. Donc c'est vrai que je choisis de façon très consciencieuse les œuvres que je leur demande d'analyser. Et puis j'essaie aussi que cela suscite des réactions chez eux, et ces réactions vont être alors le point de départ d'une discussion. Et donc, je dis souvent que moi, je propose, et ce sont les élèves, enfin les étudiants qui construisent. Élève Guérin, je vous ai vu vous retourner. Virginie, on continue ensemble. Vous donnez un cours d'art plastique, vous, Virginie, alors que vous n'êtes pas justement plasticienne. En quoi consiste ce cours, justement, et avec qui est-ce que vous collaborez pour arriver à terme? Je vais juste préciser que j'ai aussi suivi une option art, que j'ai fait 2 ans d'académie et qu'aujourd'hui encore... Excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Aujourd'hui encore, donc, quand on est en musée avec les étudiants, je m'assois par terre avec eux et je remplis des carnets de croquis. Donc j'ai une petite pratique quand même. C'est pour ça que je donne cours donc, en 5e et 6e uniquement. Alors le cours consiste en l'apprentissage et à la découverte de techniques dans une certaine continuité, puisqu'ils ont commencé l'option donc, en 3e. Et on voit par exemple le pastel sec, l'acrylique, on essaie de mélanger des techniques. Et évidemment, on favorise la créativité. Mais comme on est en 5e et 6e, on va essayer de plus développer tout ce qui est conceptuel, un concept à finaliser plutôt que
quelque chose d'illustratif. On peut sortir du cours de maths en se disant je suis nul, je ne comprends pas. On peut sortir du cours de sciences, de langue, de français, l'orthographe par exemple, qui nous a tous posé problème dans notre vie. C'est beaucoup moins le cas avec les arts parce qu'on est dans une matière beaucoup moins palpable et que la beauté c'est quelque chose de beaucoup moins, c'est de l'indicible, de l'ordre de l'indicible. Justement, est-ce que avec vos cours d'art, que ce soit l'histoire de l'art d'ailleurs ou des cours d'art plastique, est-ce que vous voyez chez vos élèves un avant et un après le cours? En tout cas, ils sont toujours heureux de venir en classe. Donc moi, je reçois des élèves qui sont contents d'être là. Et donc, c'est réciproque. Il y a beaucoup de respect par rapport à mes étudiants et vis-à-vis de moi aussi. Un avant et un après, oui, ils sont toujours très enthousiastes par rapport au projet qu'on leur propose. Et il y a une complicité qui se crée parce que bon, je les garde aussi de la 3e à la Réto, donc je les connais bien. Et donc ça, c'est un gros avantage aussi. Et de la gratitude quand, surtout, on les sort des murs de l'école. Ils nous remercient de leur avoir fait découvrir autre chose et vivre autre chose. Donc oui. Autre question que je vous ai déjà posée finalement, mais j'ai envie de vous la reposer. Est-ce que vous avez une collaboration des autres professeurs dans l'école? Pas beaucoup, non. Non. On y arrive. Je suis un peu toute seule dans mon coin à mettre sur pied mes projets. Oui. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'eux sont aussi cantonnés dans leur matière et que ce n'est pas toujours évident de pouvoir s'ouvrir. Question de temps. Ça prend beaucoup de temps. Vous représentez les centres culturels ici, Ariel. Il y a forcément des disciplines qui sont beaucoup plus difficiles à amener à l'école. Les écoles, bien heureusement, peuvent fréquenter aussi les salles de spectacle. Et donc là, c'est un peu le summum, parce que la salle est prévue pour, l'accueil est prévu pour, l'accueil pour le public également, il est bien disposé. Parce qu'il faut dire que dans les salles qui ne sont pas équipées, il faut improviser des gradins avec ce qui est disponible. Maintenant, je dirais, en fait, selon chaque spectacle, il y a un endroit qui est favorable pour lui. Et pour certains spectacles, c'est la classe, pour certains spectacles, c'est la salle de gym, et puis pour d'autres, il faut une salle de spectacle. Donc, en fait, notre rôle, c'est vraiment, en tant que centre culturel, c'est de voir un maximum de propositions artistiques, de connaître les salles, de connaître les endroits, les infrastructures, et puis de disposer chaque création à l'endroit le plus adéquat pour pouvoir développer autour toute la médiation qui est possible. Maintenant, quand je parle de ça, je parle des spectacles, mais je devrais aussi pouvoir parler des ateliers qui se font dans les écoles. Allez-y. Et là, à ce moment-là, c'est des ateliers. Donc, c'est vrai que quand il y a des ateliers qui se font dans des écoles, les ateliers, ils se mettent en place en fonction des contraintes qui sont données également. Donc, si la contrainte, c'est qu'il va falloir absolument aller dans la classe parce qu'on n'a pas d'autre endroit, eh ben, on va faire avec et on va trouver les artistes qui sont à même de pouvoir développer un travail dans la classe. Et donc, voilà, là aussi, à chaque fois, il y a une connaissance des lieux, une connaissance des artistes, une connaissance des œuvres pour pouvoir mettre en lien le mieux possible. Pour vous, Guillaume, comment se fait la rencontre avec les écoles et qu'est-ce qui soulagerait vos démarches et vous permettrait finalement de vous déployer, de circuler dans plus d'établissements scolaires? Et donc, comment ça se fait les rencontres dans l'école? C'est très différent. On a vu plus ou moins une centaine d'écoles en 2 ans. Et en fait, ça va du prof très motivé au prof qui s'entamponnent le haricot et qui sur son GSM pendant le spectacle, quoi. Et donc, ce qui me soulagerait, c'est pas compliqué, c'est du subventionnement pour pouvoir avoir quelqu'un qui se déplace dans toutes les écoles pour aller, dans une certaine manière, vendre le spectacle. Et puis, ce qui nous permettrait de jouer davantage, de rencontrer davantage de personnes. Et puis, ce qui nous permettrait aussi de pouvoir faire le lien avec le centre culturel, parce qu'à chaque fois qu'on va dans une école, préalablement, on appelle le centre culturel pour qu'il vienne et qu'on présente le centre culturel qui est sur le territoire. Justement, vous avez eu des prix à ce fameux festival de Huy, oui. Sur lequel je disais c'est une porte ouverte vers le théâtre et l'école. Est-ce qu'il y a eu un avant et après Huy? Est-ce que c'est une réalité ou pas du tout? Alors, il y a eu un avant et après Huy, surtout pour le monde culturel, c'est-à-dire les centres culturels. On a été beaucoup programmés dans les théâtres, on a eu beaucoup de possibilités. Mais pour l'école, non. Pour l'école, non? Non, vraiment pas. Il y a eu un avant et un après Huy, mais pour le programme spectacle à l'école, moi, avant Huy, je sais que je vais à Huy. J'avais déjà 40 représentations de prévues parce que j'avais été passer mon temps dans toutes les écoles. Et sur les 40 têtes que je demande, j'en ai eu 9.
pour aller dans les écoles. Voilà. Donc en fait, il y a plein d'écoles à qui j'avais dit qu'on aurait l'aide. Donc pour finir, on a joué pour moins cher, on a moins gagné d'argent, et après 260 représentations, on n'a pas eu un bal de bénéf pour refaire une nouvelle création. D'accord. On a pensé dès le départ cette création pour que ça puisse se tourner dans n'importe quelle école. Au niveau de l'espace, on joue dans 3 mètres sur 3. Au niveau de la luminosité, on n'a pas besoin d'occultation. Et on a juste une table, une chaise et un écran. Et on n'a pas de régisseur, c'est un des comédiens qui joue le régisseur, et c'est moi qui conduis. D'accord. Voilà. Et donc le truc, c'est qu'on arrive à avoir un prix de vente très bas, que les écoles peuvent quand même pas payer. C'est vraiment super qu'on amène l'art, parce que certaines écoles n'iront pas chercher l'art. Donc ça, c'est vraiment génial de faire ça. Et donc, du coup, oui, on y pense dès la création, mais ce sont des modes de travail asphyxiants. Parce que là, par exemple, pour la deuxième création, on a voulu mettre 3 comédiens. C'est impossible de garder ce prix-là. Et sans subvention, sans aide, ça essouffle l'élan. Alors qu'on a l'impression quand même, après 300 représentations en 2 ans, d'avoir un gros élan. Très bien. Alda Grioli, Marie-Martine Schins, quelqu'un veut réagir? Je dis tout de suite, les baguettes magiques, ça n'existe pas plus d'un côté que de l'autre. Mais par rapport à ça, et par rapport au fait de Oui est une vitrine exceptionnelle, pour pouvoir offrir à la fois au secteur de la scène jeune public, et en particulier du théâtre, et à la fois aux écoles et aux centres culturels, un lieu de rencontre. Jusqu'à présent, ils n'étaient même pas payés pour aller à Oui. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai que, voilà, c'était pas beaucoup, mais j'ai mis les moyens pour que dorénavant, ils soient payés en allant à Oui. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà un début. Et c'est un signe aussi de l'importance de leur donner les moyens de pouvoir faire ce qui fera que les enfants aient envie de continuer à aller à la rencontre des artistes. Quatrième proposition pour cet après-midi. Le parcours d'éducation culturelle et artistique est transversal à l'ensemble des savoirs et compétences. Il concerne donc tous les cours. Alors Denis, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui, vous, dans votre parcours, vous a amené justement à ouvrir, mais de manière très large pour le coup, les portes de votre école à la culture? Quand j'ai pris mes fonctions de directeur, j'ai relu bien entendu un décret qui est très important pour nous, qui est en quelque sorte notre contrat de travail, c'est le décret mission. Ce décret est apparu en 1997. Et il y a un article qui est l'article 8. Et à l'article 8, il y a plusieurs points. Et le point qui nous intéresse aujourd'hui est le point numéro 8. Et ce point dit que tout PO doit veiller à susciter le goût de la culture et la créativité, favoriser la participation à des activités culturelles et sportives au niveau des élèves. Donc avec mon équipe pédagogique, on s'est remis en question et on a dit, ben voilà, que fait-on actuellement au niveau de la culture dans notre école? On a pesé le pour et le contre, et à partir de là, on a dressé un plan culturel qu'on est en train d'appliquer actuellement donc, au niveau de l'établissement. En vous écoutant, on a l'impression quand même qu'on est victime de l'histoire. On est toujours dans un schéma de pensée où les mathématiques et les sciences, c'est-à-dire vraiment les connaissances académiques, sont de loin plus importantes que la sensibilité, l'indicible, la beauté, la culture générale, par exemple. Comment ça se fait qu'en 2016, à la façon dont va le monde, on en soit toujours là? Tout simplement, on est tenu par un programme. Oui, d'accord, mais bon, le problème, c'est qu'au niveau de l'enseignement, c'est qu'on a une pression qui est au-dessus de nous. Et je ne dis pas que la pression vient nécessairement au niveau du pouvoir subsidiant, donc au niveau de la fédération, mais on a une pression au niveau des parents. Il y a une pression qui est là, et les parents disent « Ah oui, mais dans l'école là-bas d'à côté, ils ont fait ça, ils ont des fardes comme ça, chez vous, c'est le tiers. » Bon, voilà, donc à partir de là, il est vrai que s'il y a malheureusement un petit retard quelque part, on retire ce qui est culturel. Donc, et je crois que c'est ça qui est important. Si on est dans une pratique en se disant, voilà, essayons de créer une semaine dans l'école où on peut faire de l'art, je crois que là, ça passera mieux. Et les enseignants auront beaucoup plus facile à rentrer dedans aussi. Maintenant, tout en sachant qu'à côté de ça, chez moi, on participe aussi à d'autres activités. Je veux dire, on va dans les centres culturels, on va à la bibliothèque. Donc voilà, on ne se limite pas, que je veux dire, à ces activités qui sont périodiques. Quoi. Bien sûr, mais il vient de se dire quelque chose d'important, c'est que effectivement la pression vient aussi des parents sur la
qualité, hein, entre guillemets, bien évidemment, de l'école qui est proposée. Toutes les fautes ne sont pas à regarder vers le haut, elles sont parfois absolument horizontales. Michel Guérin, ça vous excite cette question? Je vous ai vu lever le doigt. Non, je voulais juste compléter, parce que c'est sûrement vrai qu'il y a une pression pour un apprentissage des disciplines utiles, les mathématiques, les langues, ça veut dire transformables directement sur le futur marché du travail. Ce qui est important de dire, c'est que dans le cadre des travaux du pacte, ont été identifiés 7 grands domaines d'apprentissage dans le futur tronc commun. Je parle évidemment sous réserve de l'acceptation par le gouvernement dans les semaines qui viennent. Et dans ces 7 domaines d'apprentissage prend place les arts et la culture. Donc, en d'autres termes, notamment ce parcours d'éducation culturelle et artistique. Et la volonté, c'est de dire qu'entre ces différents domaines, qui sont les sciences, les mathématiques, les langues, il n'y a pas de hiérarchie. Ça veut donc dire que les arts et la culture, on les considère de la même manière que les autres domaines d'apprentissage. Et ça, c'est quand même fondamental que ça s'impose aujourd'hui dans l'enseignement. Et ça va remettre en cause, bien évidemment, la formation, et c'est une des grandes questions dont on va parler cet après-midi. Alors Frédéric, j'ai envie de venir vers vous. On rappelle, vous représentez les académies. Dans cette question de l'éducation à la culture et par la culture, c'est très important. Quels sont, à votre avis, les apports, les arts de la parole, la musique, la danse, l'expression artistique, plastique, etc., sur vraiment le développement de la personnalité de nos enfants? Bon, il y a quand même de nombreuses études qui ont montré l'importance des pratiques artistiques dans le développement de l'enfant. On sait que ça permet de développer la concentration, la confiance en soi, le rapport aux autres aussi. Il y a quand même pas mal de professeurs qui, quand ils ont fait par exemple du théâtre en classe, disent que ça a permis, à une époque où on parle de la gestion des classes difficiles, ça a permis de gérer le groupe, de donner une cohésion au groupe, parce que les élèves commencent à se comprendre, à se respecter malgré leurs différences. Donc voilà, ça c'est un exemple. Il y a quand même beaucoup d'exemples qui vont dans ce sens-là. Je pense aussi aux neurosciences qui maintenant, par exemple pour la pratique musicale, ont démontré qu'il y avait une partie du cerveau qui s'appelle le faisceau arqué, qui est très important dans le développement du langage et qui est beaucoup plus développé chez les musiciens que chez les non-musiciens. Mais je voudrais quand même dire qu'il ne faut pas s'arrêter à cette portée utilitariste de l'art. L'art n'est pas là uniquement pour servir les autres matières. L'art, c'est aussi quelque chose beaucoup plus simplement, une porte ouverte vers l'imaginaire. C'est l'éducation au sensible, c'est l'éducation à la créativité. Et donc il faut quand même se rendre compte que si l'école se coupe de cette partie-là, on se coupe de tout un monde. Moi, j'ai la chance dans mon métier de rencontrer des artistes pratiquement tous les jours. Et pour ceux qui sont performants, on voit quand même de manière absolument pratiquement tout le temps que c'est des gens qui sont soit des hyperactifs, soit ce qu'on appelle aujourd'hui des anciens enfants HP. C'est-à-dire des gens qui ne trouvaient pas leur place à l'école. C'est presque une constante chez les artistes que je peux moi rencontrer dans mon travail. Et je me dis, c'est dingue. Parce que l'art, alors, ça veut dire que ça aurait parlé à ces enfants qu'on a mis au bout de la classe. Voilà. Et peut-être que l'art, c'est une belle manière d'intégrer les enfants qu'aujourd'hui, l'école relègue au bout de la classe. Voilà. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter... Non. Non, je rigole. Évidemment. Parfait. Mais vite. Oui, mais comme vous disiez, c'est difficile pour que l'art vienne dans les écoles, mais c'est surtout au fait que, par exemple, dans mon travail, c'est extrêmement dur de rentrer dans une école, de pouvoir parler aux professeurs, ne serait-ce que pouvoir rentrer dans la salle des profs, des fois c'est vraiment impossible, quoi. Et donc du coup, c'est dans ce sens-là où je trouve qu'il y a vraiment de belles initiatives de profs relais, c'est ça? Ce sont des profs référents, c'est ça? Je trouve que c'est vraiment super parce que ça pourrait être enfin un point d'entrée dans l'école. Et on y vient, Guillaume, ne vous inquiétez pas. La 5e et la 6e orientation, maintenant. On avance puisque l'heure tourne. Elle précise qui fait quoi. Alors, la dimension culturelle des différentes matières est prise en charge par l'instituteur, le professeur. Les visites culturelles, les rencontres artistiques et les heures de pratique seraient confiées à des opérateurs culturels et ou artistiques en relation avec les contenus et objectifs des cours. Par ailleurs, ce domaine s'incarne dans un cours spécifique pris en charge par l'instituteur-trice au niveau fondamental. Alors Denis, je reviens vers vous.
on va sortir des murs de l'école de façon pratico-pratique. Comment amener les enfants à rencontrer justement des œuvres ou à se frotter à des expériences culturelles en dehors de l'école? Alors j'imagine qu'il faut déjà connaître les lieux de culture qu'il y a alentour, il faut transporter les élèves aussi, et j'imagine que ça a un coût, il faut financer ces sorties-là. Comment est-ce que vous fonctionnez? Écoutez, moi j'ai la chance d'avoir un pouvoir organisateur et une ville qui est très dynamique au niveau de la culture. Donc je suis mal placé parce que je sais que j'ai des collègues qui ont du mal à faire sortir les élèves de l'école, tout simplement parce qu'au niveau pratique, ils n'arrivent pas à avoir de transport. Chose qui n'est pas mon problème, étant donné que j'ai la chance justement de pouvoir disposer d'un budget exprès qui est prévu pour les sorties pédagogiques et en même temps ce qui nous permet donc gratuitement de pouvoir offrir aux enfants une séance, donc un spectacle du type que tu veux proposer au foyer culturel, donc tout ça à l'école P elle-même. En même temps, on a un festival de danse folklorique qui est très important au niveau de la ville de Saint-Guilain. Donc là, les enfants peuvent assister aussi gratuitement à des séances qui sont payées par la ville. Et on peut aussi accueillir différents groupes dans l'école, que ce soit des groupes musicaux ou alors encore un groupe théâtral. Donc tout ça est pris en charge par la ville de Saint-Guilain. Donc j'ai la chance, j'ai cette possibilité-là. Et en plus j'ai un comité de parents qui est hyper dynamique. Donc le comité de parents donne aussi la possibilité d'avoir un budget supplémentaire. Donc, et voilà. Est-ce qu'à 42 ans, on peut encore s'inscrire dans votre école? Avec grand plaisir, vous êtes le bienvenu. Génial. Voilà, je suis désolé pour les autres, mais on peut dire qu'on est un PO favorisé à ce niveau-là. Maintenant, il est vrai qu'il est très difficile parfois de pouvoir faire sortir les enfants de l'école, mais je pense qu'on peut avoir parfois des moyens auxquels on n'y pense pas. Et je crois que c'est un tout à chacun et à nous, chefs d'école, essayer d'obliger, parce que là aussi, il faut obliger parfois les enseignants à quitter leur classe, parce qu'il y en a qui ne veulent pas sortir du tout. Et donc, je crois ça doit venir un petit peu de la part de tout le monde. Ariel, selon vous, alors c'est pas chiffrable bien évidemment, mais quelle est l'utilité de ces sorties de l'école, du fait de sortir de l'école? La première chose que je dirais, c'est l'expérience de vivre ensemble, une expérience qu'on découvre. Une aventure. Une aventure. Autant l'enseignant que les enfants. Alors l'enseignant, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il a quand même pas mal de choses à préparer, mais à un moment donné, les choses sont prêtes et il peut se laisser embarquer avec les enfants. L'enseignant, en dehors de l'école, est en dehors de son quotidien, en dehors de ses contraintes, parce qu'on essaye aussi de l'encadrer, de mettre une petite bulle au moment où il est là, pour qu'il puisse en profiter un maximum avec ses enfants. Donc de mettre tout en place pour qu'une fois qu'on a ouvert les portes, voilà, vous êtes chez vous, on enlève le manteau, il y a de la place, il y a de l'espace, on essaye que le temps d'attente ne soit pas debout en rang, mais que ce soit peut-être un moment de rencontre, justement. Voilà, on essaie de mettre les conditions pour que la rencontre avec l'œuvre puisse avoir lieu après. Et ça permet à l'enseignant de voir un enfant, justement, vous disiez, qui est peut-être complètement turbulent en classe ou qui ne comprend rien, et puis tout d'un coup, là, il est complètement attentif, il est à fond dedans. Par contre, celui-là qui fonctionnait super bien, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça permet de voir les enfants différemment, avoir un autre regard sur eux, et pour les enfants, avoir aussi un autre regard sur leur enseignant. Donc, voilà, ils vivent quelque chose ensemble, une aventure, effectivement. C'est important que ces lieux, au moment où les enfants sont présents, soient vraiment des lieux dédiés aux élèves, aux enfants, aux enseignants, et qu'ils sachent aussi qu'ils peuvent revenir après avec les parents. Parce qu'effectivement, je crois que si les parents ne sont pas impliqués à un moment donné dans le processus, il y a quelque chose qui manque. Et on voit, il y a des enfants qui reviennent après, ils ont dit oui, on a vu le spectacle hier, mais je veux absolument que mes parents viennent. Mais ils sont heureux comme tout, ils savent où sont les toilettes, ils savent où est la salle. Il y a l'exposition, ils vont leur montrer. Et puis pour une fois, c'est l'enfant qui montre à ses parents. Et voilà, complètement. Et qui est heureux comme tout de pouvoir l'emmener. Et c'est peut-être des parents qui jamais ne seraient rentrés s'il n'y avait pas les enfants. Voilà. Justement, vous, c'est Namur. Est-ce que les écoles qui viennent vous voir, c'est les écoles du centre de Namur? Et comment faire pour que des écoles plus éloignées du centre puissent venir à vous? Au niveau du fondamental, on travaille avec plus ou moins 130 écoles par saison.
ce qui est quand même beaucoup. Donc forcément, elles ne sont pas toutes dans le centre de Namur, elles ne viennent pas toutes à pied. Et quand les enfants viennent à pied, ça pose un problème. La semaine dernière, il y avait de la neige. J'ai dû batailler ferme pour que le directeur laisse partir les enfants, parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il y a de la neige, parce que c'est compliqué. Oui. Oui. Et donc voilà, finir, ils sont venus et ils étaient très contents d'être venus. Et heureusement, et ça fait partie de l'aventure, justement. Alors effectivement, Namur regroupe 25 communes avec la fusion des communes, donc il y a des communes qui sont plus loin, et là on a la chance, parce qu'on parlait des déplacements, la ville de Namur met à disposition les cars de la ville pour permettre aux enfants les sorties culturelles. Il y a beaucoup de cars, donc du coup la gym et la piscine ne sont pas un problème, ça peut se faire en parallèle. Donc ça c'est vraiment, c'est très très précieux. Maintenant on a des écoles qui viennent aussi hors Grand Namur, donc les communes périphériques où il n'y a pas de centre culturel. Et là, il faut trouver des solutions à chaque fois au cas par cas. C'est très rare qu'ils puissent prendre les transports en commun, mais vraiment très rare parce que les horaires ne fonctionnent pas, parce que c'est compliqué, parce que c'est pas tout près. Enfin, donc c'est vraiment quelque chose de très difficile à mettre sur pied. Donc généralement, on leur commande un bus qu'on met à disposition, qui doit être financé. Alors, qui le finance? C'est la grosse question. C'est dans nos missions. On demande quand même une participation aux écoles. Maintenant, c'est des bus, généralement, ce n'est pas les cars de luxe. Donc, il n'y a pas de ceinture de sécurité pour tous les enfants. Donc, il y a des directions qui refusent maintenant que les enfants montent dans les bus. Or, qu'il y a comme une place par enfant. Donc, j'ai comme ça une commune proche de Namur à 25 km qui venait au moins 2 fois par an au théâtre. Ça veut dire que quand ils viennent 2 fois par an, on peut vraiment construire quelque chose avec eux. On peut leur proposer des choses très différentes. On peut faire tout un travail avec eux. Et on voit dans les bords de scène après, quand il y a des questions-réponses, on voit que ces enfants-là, ils sont éveillés et ils dépassent la question, vous avez quel âge, vous êtes vraiment amoureux dans la vie. Il y a autre chose qui se passe. Et cette école ne vient plus. Et cette école ne vient plus. Et c'est une misère. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité dans les bus. Et j'ai essayé de négocier avec l'échevin, parce que là, ça dépend de l'échevin. Impossible, j'ai une porte fermée et il y a comme ça 5 écoles qui ne viennent plus. Et c'est terrible, et c'est vraiment terrible. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, et puis après je termine, ce qu'on peut faire aussi effectivement avec les écoles qui sont plus loin, mais il faut à ce moment-là un partenariat qui est vraiment solide avec la commune, c'est de programmer dans les salles communales ou dans les écoles, mais ça demande un investissement, aussi des communes et des écoles. Donc c'est pas possible partout, et c'est vraiment quelque chose qui se construit en connaissance qu'il y a. Et pour ça, il faut connaître les spectacles qui tournent. Donc, effectivement, il y a les rencontres de Oui qui permettent qui offrent un beau potentiel de spectacle, mais il est important d'aller voir d'autres choses aussi. Et pour ça, c'est important d'être en réseau. Alors, ces 2 propositions, elles précisent donc qui fait quoi, et donc poser très clairement la question de la formation initiale et continue des maîtres, qui est abordé dans la 10e proposition. Alors, on sent bien que la réussite de tout le projet en dépend fortement, d'autant plus si on veut sortir du volontarisme des initiés, des profs qui ont un peu plus de courage, d'instruction, de temps, de patience, de passion, enfin, allons-y, pour rendre les choses véritablement structurelles cette fois. Alors, Elda Gréoli, je reviens vers vous. Quelle est la situation actuelle, tout d'abord? Et vers quoi doit-on tendre? Et quelle est la marge de manœuvre en la matière? Et est-ce que le professeur me permet d'élargir un peu sa question? Répondez d'abord à la mienne, et puis je vous permettrai peut-être. Donc, aujourd'hui, dans la formation initiale, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues dans cet éveil-là. Donc, je parle ici des enseignants, mais et surtout évidemment pour les enseignants du fondamental, maternelle et primaire, et relativement peu, soyons clairs, en dehors de formations spécifiques comme celle de l'histoire de l'art. Aussi, dans le parcours des lettres, il existe un certain nombre d'éveils. Relativement peu ou pas du tout dans le cursus général? Bon, dans le cursus général, c'est généralement pas du tout, sauf en lettres, en philosophie, en histoire de l'art, en langue, où là, évidemment, il y a un rapport non seulement à la culture du langage, je ne vais pas commencer, à l'apport de la grammaire dans la culture du langage, et donc on peut remonter, et à mon avis, c'est fondamental, jusqu'à la grammaire, puisqu'elle est aussi formatrice d'une manière d'aborder sa culture. Mais je ne suis pas là pour donner la leçon à votre place. Par contre, ce qui me paraît important, vraiment, c'est de ne pas se limiter à la formation des maîtres. C'est de se dire que ce que l'on voit qui marche, c'est parce qu'on a des artistes
qui prennent le risque, y compris parfois pendant la période de création. Il y a des artistes en résidence. J'ai eu la chance la semaine passée d'aller à la Marlagne, et je les remercie encore pour leur invitation, rencontrer 8 écoles en immersion d'1 semaine, où à la fois les artistes avaient accepté de poursuivre le travail sur la création en cours. Et il y avait écrivains, décorateurs, donc c'est aussi important de rappeler qu'il y a des métiers techniques dans l'art et qui ne sont pas sans importance. Il y avait aussi une troupe de théâtre, etc., en pleine création. Et donc, ils prenaient le risque, dans des métiers qui sont relativement solitaires dans le fond, de prendre le risque d'être à la rencontre des enfants et de voir ce que les enfants amenaient à leur création. Tout ça en présence des professeurs. Et donc, dans la formation initiale, il y a évidemment celle des maîtres à cette capacité non seulement d'appréhender un certain nombre de choses de la culture et de l'art, mais surtout d'oser la rencontre qui quelquefois peut faire peur. Mais donc ça veut dire aussi que dans la formation initiale des artistes, pour ceux qui fréquentent nos académies et puis le conservatoire, dans la formation aussi des animateurs en centre culturel, c'est oser la rencontre. Donc nous n'avons aucun d'entre nous la science infuse. C'est dans la rencontre que naît l'intelligence collective. Et bon, moi je trouve que s'il y a bien quelque chose qu'il faut apprendre dans les 3 métiers, et donc pour moi ce sera un des enjeux de la formation initiale, c'est qu'il faut ouvrir les portes pour permettre à l'autre d'entrer dans la classe, pour permettre à la classe d'entrer chez l'autre, au centre culturel ou dans une troupe de théâtre. Pour moi, il est là l'enjeu de la formation initiale. Sophie, justement, on va parler de cet accompagnement. Vous êtes spécialiste dans le cadre de l'éducation aux médias. Est-ce que vous participez, vous également, à la formation continue des enseignants dans vos projets en classe ? On participe de manière indirecte. Donc déjà, quand on va en classe, effectivement, on explique une certaine méthodologie. On aime justement que les profs participent au processus. Mais effectivement, il y a beaucoup de rétention. Et donc, avant d'arriver en classe, il y a beaucoup de discussions. Et très souvent, sur quoi, par exemple ? Soyons pragmatiques. Très souvent, quand on parle d'art numérique, et plus précisément de tout ce qui est un peu connoté négativement, par exemple, les jeux vidéo sont très mal vus par les profs. Et donc, quand on parle de jeux vidéo, c'est toujours oui, mais il y a la violence, oui, il y a des images un peu osées. Et donc, déjà, sa première étape, c'est commencer à discuter avec le prof et voir finalement qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers justement cette réflexion sur les jeux vidéo. Et justement, ici, il y a une... Vous pouvez répéter ce que Alda Gréoli a dit ? Alors, je dis rendez-vous à quai 10, salle -1. À Charleroi, voilà, Charleroi. où vient d'être inauguré on n'aura un plus du tout même du regard jeu sur le numérique. gaming. Mais vous parvenez à convaincre ces professeurs, parce que c'est une forme de formation, bien évidemment, si on parvient à faire comprendre à des gens qui étaient réticents qu'en fait, il y a des qualités et des choses à trouver dans tout. Est-ce que vous parvenez quand même à faire votre métier et à passer ces barrières-là ? Bon, c'est difficile de convaincre, parce qu'il y a toujours des idées en tête. Après, des idées reçues, ouais. Des idées bien reçues, parce que je pense même à tout ce qui est réseaux sociaux, il y a toujours le côté un peu cyberharcèlement, il y a beaucoup d'idées qui circulent dessus, et donc c'est difficile de convaincre. Maintenant, quand on va sur place et qu'on discute avec les jeunes et que les profs voient que les jeunes ont un regard particulier vis-à-vis des utilisations, que ce soit les tablettes, que ce soit les ordinateurs ou simplement la télévision, on voit qu'il y a un regard critique, et ça c'est important parce que les profs souvent ont des images eux-mêmes sur leurs propres élèves par rapport à la création qu'ils font. On va passer à la 7e orientation maintenant. Elle insiste sur le fait que la mise en place du parcours ne doit pas être dépendante d'un éventuel allongement de la journée scolaire et cite l'exemple d'activités culturelles actuellement organisées dans un cadre extrascolaire et qui pourraient être intégrées au cadre scolaire, notamment par les académies. Marie-Martine Schins, alors tous ici se réjouissent que la culture et les activités artistiques soient enfin reconnues comme des matières à part entière, dans des temps spécifiques prévus et obligatoires. Les médias ont beaucoup parlé de possibles allongements de la période scolaire en faisant un corollaire. Or, c'est tout l'inverse qu'on lit dans le projet d'avis numéro 3. Mais il y a une grande prudence dans l'avis numéro 3. Et je remercie d'ailleurs tous les acteurs du groupe central qui ont travaillé, parce que vous parliez tout à l'heure de la commande, entre guillemets, la commande sociétale des parents sur la taille des phares, des savoirs de base. Avant l'avis numéro 3 et l'avis numéro 2, on aurait pu croire qu'il y avait aussi une commande sociétale des parents d'allonger la journée scolaire. Et on s'est rendu compte qu'en fait,
C'était un vrai débat, très clivant, finalement d'une mesure qui a un impact énorme sur la vie quotidienne des familles. Et donc certains le demandent, le souhaitent, et d'autres disent « Ah mais non, moi ma liberté, c'est de reprendre mon enfant à la sortie de l'école et c'est pas de le laisser jusqu'à 6h ou 6h30. » Parce qu'il faut dire aussi qu'il y avait une désinformation énorme autour de l'heure potentielle à laquelle l'école allait finir. Finalement, la proposition telle qu'elle était rédigée, c'était 1 heure ou 1h30 de plus dans l'école. On sait quand même qu'en primaire, les enfants terminent entre 3h et 3h30. Donc on n'était pas à 6h. Mais ça a fait vraiment, au niveau des médias, un tollé général. Les associations de parents ont été inondées de mails, associations qui avaient elles-mêmes défendu cette idée. Donc qu'est-ce que le groupe central, dans sa grande sagesse, a prévu ? Il a prévu une étude de faisabilité approfondie sur une éventuelle réforme des rythmes scolaires, que ce soit les rythmes de la journée ou ceux même de l'année, où on envisage un allongement de certains congés, plus en phase avec les rythmes, 7 semaines plus 2 semaines, et alors légèrement raccourcir les grandes vacances. Mais ici, aujourd'hui, rien n'est décidé. Donc ça, c'est important de le dire. C'est important de dire aussi que les idées ne sont pas mises de côté, mais qu'elles doivent d'abord être vérifiées au niveau de la faisabilité et au niveau aussi de tous les acteurs que ça concerne. Ça ne concerne pas que les parents, ni que les écoles, ça concerne tous les acteurs extérieurs. Le monde sportif, le monde associatif, le monde socioculturel, le monde des académies. Donc cette étude de faisabilité, elle aura vraiment toute son importance. Mais ce qui compte aujourd'hui, et c'est important de le rappeler, et plusieurs l'ont dit, c'est qu'on ne fait pas dépendre l'inscription de la culture et de l'art dans le tronc commun de cet éventuel allongement. Il n'en dépend pas. Le parcours d'éducation culturelle et artistique fait partie intégrante du tronc commun dans le système tel qu'il est aujourd'hui, enfin en tout cas tel qu'il sera organisé quand les 7 domaines d'apprentissage pourront être mis dans une grille horaire. On va passer maintenant à la proposition 12. On parlait de ces choses qui se font dans le cadre extrascolaire qui pourraient rentrer dans le cadre scolaire via notamment les académies. Je reviens donc vers vous, Frédéric. Comment on pourrait rendre obligatoire et dans le temps scolaire les cours qui sont dispensés à l'académie ? Alors, moi je pense qu'une des solutions, ce serait de créer une fonction de maître d'éducation artistique, ce qui permettrait alors aux professeurs des académies et plus généralement à tous ceux qui ont les titres pour donner cours en académie, de donner cours dans l'enseignement du jour. Je parle ici pour le fondamental ordinaire, notamment, parce qu'ils peuvent déjà le faire dans l'enseignement spécialisé, ils peuvent déjà le faire en secondaire, on l'a vu, mais ils ne peuvent pas le faire dans l'enseignement fondamental, même si c'est prévu dans le décret des titres et fonctions, ce n'est pas prévu dans le décret qui organise l'enseignement fondamental. Maintenant, il faut savoir que ça ne serait qu'un nombre très limité d'établissements qui pourraient profiter de cela, vu qu'il n'y a que 112 académies qui ont des implantations dans quelques centaines d'écoles, alors qu'il y a en fait des milliers d'écoles. Donc il faudrait voir que ça ne crée pas un accès à la culture à 2 vitesses, avec ceux qui ont l'académie à côté de chez eux et ceux qui ne l'ont pas. Donc, et puis il faudrait voir aussi, est-ce que ces élèves vont toujours compter pour les académies ou pas, parce qu'à ce moment-là, on va se retrouver avec un problème de population, et donc là, il faudrait voir s'il ne faudrait pas geler ou modifier le système de calcul des dotations, parce que sinon, ce sera aussi une perte pour les académies. Et je pense que, pour répondre rapidement... Est-ce que c'est envisageable de voir les académies organiser des résidences d'artistes dans les écoles ? Mais je pense que oui, parce que nous sommes avant tout dans les académies, des plasticiens, des musiciens, des comédiens, donc des danseurs. Donc pourquoi ne pourrions-nous pas prendre part à des projets de résidence d'artistes ? La 11e proposition s'attarde sur la nécessité de désigner des référents tant du côté des établissements scolaires que chez les opérateurs culturels pour remplir un rôle d'animation, d'information et de mise en raison. Alors Ariel, il s'agit bien de votre mission au sein du Centre culturel de Namur. Quel est votre rôle à l'écart des écoles et des artistes ? Et vous pouvez y aller et développer votre idée. Bon, en étant courte en même temps. Oui. Bon, alors en Désolée. fait, dans le centre culturel, on n'est pas des artistes, on n'est pas des enseignants, on se trouve un peu, on n'est pas le public non plus, mais on a besoin des artistes, on a besoin des enseignants, on a besoin du public. Et donc on met en lien en fait ces composantes-là pour donner un accès
aux œuvres, au public, et ici au public des élèves. Pour ça, il y a un besoin de rencontre entre les différents partenaires. Je parle de partenaires parce que je crois que si on veut travailler vraiment avec l'école, avec les artistes, il faut qu'on soit des partenaires, on l'est déjà. Mais ça nécessite une rencontre régulière, un apprentissage commun des langages des uns et des autres, savoir quelles sont les attentes du monde de l'enseignement, quels sont leurs besoins, mais aussi les attentes et les besoins des artistes, et nous aussi, et voir comment ensemble on peut fédérer un projet qui peut rencontrer l'ensemble des attentes et l'ensemble des missions des uns et des autres. Je crois aussi que c'est impossible de travailler seul quand on voit le nombre de classes qu'il y a, le nombre d'élèves, le nombre d'écoles. Donc c'est important aussi pour les centres culturels de fédérer au sein de leur territoire un ensemble de partenaires culturels, de travailler avec des opérateurs culturels, avec des artistes, avec les écoles, les directions, d'essayer de travailler ensemble, mais aussi de rester ouvert à ce qui existe au niveau plus large de l'ensemble de la communauté française et sur Bruxelles, et puis même au-delà, pour ne pas non plus qu'on commence à tourner petit et à s'enfermer dans quelque chose qu'on a. Il ne faudrait pas que tout d'un coup, on ait une recette de culture. Ah ben à Namur, voilà, nous on a ça, on propose ça aux écoles, ça dure X temps, ça coûte autant, et puis voilà. Donc je crois qu'il est important de garder une ouverture, et je crois que les centres culturels sont bien placés pour ça, en tout cas doivent aller se nourrir aussi ailleurs, pour pouvoir créer avec chaque artiste, avec chaque école et du coup avec chaque élève, un projet unique et qui convient à ce moment-là dans ce cadre-là. Alda Grégory, des référents culturels dans les écoles? Alors, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que même si à un moment donné, il peut y avoir une réflexion sur le référent culturel, parce que ça permet d'identifier quelqu'un qui prend une responsabilité, et surtout important que cette responsabilité ne fasse pas que les autres se disent que ce n'est plus de leur responsabilité, si je puis me permettre. Et donc, ce qui me paraît plus important, c'est de dégager des temps de concertation pour qu'une personne qui, soit naturellement, est un référent culturel, soit une autre qui, par passion, a envie d'être un référent culturel, trouve les espaces avec ses collègues pour pouvoir déterminer un certain nombre d'axes. Et je l'ai dit, en concertation avec des acteurs extérieurs à l'école. Pour faire dans la caricature, il ne s'agirait pas que demain, il y ait simplement une porte avec référent culturel inscrit dessus. Ce qui est important, c'est que des personnes incarnent cette volonté de pouvoir discuter ensemble à partir d'une richesse particulière d'un d'entre eux. Ben Michel, justement, quelle est la différence entre ce fameux référent culturel et le rôle rempli aujourd'hui par des gens qu'on appelle conseillers pédagogiques, par exemple? Et donc ici, il s'agira de travailler par zone. Et c'est donc un nouveau métier, puisque ces référents culturels attachés à un espace, à une zone, feront une approche qui est aussi locale et puis régionale. C'est important de développer la connaissance de l'ensemble des institutions, des artistes, ce qui se passe, je dirais, dans l'univers culturel de la zone, de manière à ce que toutes les écoles qui y vivent, puissent commencer par de proches en s'éloignant. On a appelé ça une approche spiralaire, mais en tout cas, on s'ancre d'abord sur le local pour ensuite s'ouvrir. Et donc, la connaissance de la zone par ces référents culturels est importante. Alors, Virginie, je ne peux pas ne pas me retourner vers vous maintenant par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez du soutien? Vous dites non pour des questions qui sont diverses. D'ailleurs, imaginons aujourd'hui que vous soyez désigné référent culturel de votre école, ce qui serait absolument cohérent, ce qui risque d'arriver si toute cette aventure arrive à terme. Ce serait extrêmement cohérent que ce soit vous. Comment est-ce que vous pourriez alors mettre en œuvre cette mission de référent culturel? En m'informant, en étant curieuse, mais ça je crois que c'est d'origine, en organisant des rencontres, comme on disait avec les centres culturels. Voilà. Oui, mais si vous êtes toute seule dans l'école et que personne n'est prêt encore, comment ce rôle de référent culturel va faire bouger la frontière? Mais, Marie-Martine Schins? J'ai envie de dire, la nouveauté vraiment ici, et Michel a raison de dire que le pacte est un système, c'est que les plans de pilotage vont faire en sorte que chaque école doive se doter d'une stratégie en éducation artistique. Ça veut dire que les professeurs n'auront plus le choix.
Ils n'auront plus le choix, sauf que ça ne va pas leur être imposé. C'est-à-dire que le directeur d'école... C'est vrai que c'est rigolo ce que vous venez de dire. Attendez, vous allez voir la Ma nuance. mère me disait la même chose. Non. T'as le choix, mais t'as intérêt à faire ça. Vous allez comprendre toute la nuance. Et ce n'est pas un pilotage qui vient du haut. C'est un pilotage qui viendra de l'école elle-même. C'est-à-dire que, bien sûr, il y aura des objectifs généraux et l'école devra avoir une stratégie culturelle et artistique. Mais elle pourra choisir celle qu'elle mettra en place en lien aussi avec sa vraie réalité et avec les ressources qui seront, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas des académies autour de chaque école, il y a aussi des ressources dont on n'a pas forcément parlé, des ateliers créatifs, on a parlé évidemment des centres culturels, mais il y a d'autres acteurs culturels qui aujourd'hui déjà amènent leur expertise au service des écoles. Et évidemment, le plan de pilotage, c'est une manière de formaliser tout ça. Et le directeur ne va pas rédiger son plan tout seul dans son coin. Il y aura du temps prévu pour le faire avec son équipe pédagogique. Donc, effectivement, cette phrase qui apparaissait peut-être comme antinomique peut se résoudre d'une très belle façon. La dernière, 13e orientation corollaire au référent culturel évoqué précédemment, la cellule culture-enseignement du ministère pourrait contribuer au rapprochement entre les deux mondes et centraliser les informations utiles. Est aussi posée ici, bien sûr, la question des outils pédagogiques. Guillaume, oui. On a parlé de la formation des enseignants, mais la question de la formation des artistes à la pédagogie, on a commencé à en parler. C'est quelque chose de très important. C'est ce que la ministre Gréauly disait tout à l'heure. Tout d'abord, on a déjà une formation à la pédagogie parce que c'est possible de faire l'agrégation après les études supérieures. Mais ce qui me semble beaucoup plus important, moi je ne parlerai pas de formation, je parlerai de sensibilisation. Parce que si on passe notre temps à sensibiliser les professeurs au monde artistique, c'est important pour nous aussi qu'on soit sensibilisés à la réalité de l'école. Tout ça, nous, c'est très important de le savoir. Et surtout pour les outils et les ressources, avoir un vrai centre de renseignement et avec des personnes référentes qui nous aident à monter des dossiers pédagogiques, ça, ce serait super intéressant. Ça. Je crois que c'est important aussi, parce que c'est énorme ce qui s'annonce là. C'est vraiment énorme, c'est très excitant. On se dit, ouais, super, on va enfin pouvoir faire tout ce qu'on a envie, le mettre en valeur, ça va être pris en compte, les écoles vont vraiment pouvoir en bénéficier. Mais c'est vraiment énorme. Donc, ça va nécessiter des moyens et ça va nécessiter... On y vient, ne vous inquiétez pas. Des moyens de temps aussi, des moyens de formation d'ensemble, mais aussi de s'appuyer sur les structures qui existent déjà. Et il y a déjà des structures qui existent et qui réfléchissent à la chose depuis longtemps. C'est vrai que nous, quand on monte notre dossier pédagogique, pour le moment, on fait souvent appel aux centres culturels qui ont déjà des animateurs qui ont une expérience de fou derrière eux. Et qui, on a des expériences de fou. En même temps, on manque de temps. Donc voilà. Il faut nous offrir du temps aussi. On va vous offrir du temps. Voilà, nous avons fait le tour des grandes orientations du parcours éducatif, culturel et artistique tel qu'il sera proposé par le groupe central du pacte au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il reste quelques grandes questions que je vous réserve, mesdames les ministres. Marie-Martine Schins, tout d'abord. Alors, que représentent toutes ces propositions en termes de coûts et par rapport à l'ensemble du pacte pour un enseignement d'excellence, et comment est-ce qu'elle pourrait être financée? Alors si on regarde le budget global tel qu'il est imaginé par le groupe central, c'est 300 millions d'investissements en vitesse de croisière avec un retour de 250 millions. Un retour qui est mis en place sur base de différentes mesures de rationalisation, etc. Si je prends évidemment ce qui nous occupe aujourd'hui plus spécifiquement, et je vous invite à aller de la page 91 à 99 de l'avis du groupe central, où vous aurez une grande partie de ce qui a été discuté aujourd'hui, mais vous avez aussi l'opérationnalisation telle qu'elle est proposée. Il y a 7 millions qui sont prévus en vitesse de croisière, donc annuellement, pour le parcours d'éducation culturelle et artistique. Et ça couvre évidemment, c'est peut-être pas si évident que ça, mais ça couvre en tout cas ce qui est imaginé et proposé, à savoir le coût de visite extérieure des classes vers différents acteurs culturels, mais aussi la visite d'acteurs culturels ou d'artistes à l'intérieur de l'école. Le modèle qui a été proposé, c'est une par an par classe. C'est quand même quelque chose qui est assez réaliste et assez crédible. Alda l'a dit, on n'a pas aujourd'hui de baguette magique, mais ça permet vraiment que ça touche tous les élèves et que ça ne repose plus uniquement sur la bonne volonté d'une association de parents, d'un pouvoir organisateur ou d'un enseignant qui se mobilise. Dans ces 7 millions sont également prévus les engagements de différents postes pour venir en soutien à la mise en œuvre de ce parcours d'éducation culturelle et artistique.
On va passer maintenant aux questions du public. On a reçu plein de questions, plus d'une centaine. Elles ont été rassemblées par thème. On va essayer d'aborder tous les aspects. On va bien sûr pas pouvoir répondre à tout. Sachez que toutes les réponses se trouveront sur les sites de Bouger les lignes et du Pacte pour un enseignement d'excellence, bien sûr. J'ai envie d'en poser une, moi. Il y a un aspect de la culture dont on n'a pas vraiment parlé, c'est le livre. Le livre, ça coûte très peu cher en termes de sortie, hein. Et je suis très étonné de voir, par exemple, en France, il y a la philosophie existe, bien évidemment, il y a un programme de lecture qui existe en France, qui est un programme de lecture classique dont on peut penser absolument ce qu'on veut. Est-ce qu'il est attardé, est-ce qu'il n'est pas attardé? Il est mis à jour, donc il y a aussi des nouvelles choses, etc. Mais il est pensé par rapport aux besoins d'un élève. Aujourd'hui, les parents ici présents, qu'ils soient professeurs, faisant partie du domaine de la culture, le savent, c'est assez navrant, les lectures qu'ont à subir nos enfants. Et une fois de plus, l'égalité n'est pas respectée. Ou alors on a un prof curieux qui va comprendre ce que désire un adolescent et ce qui pourrait être une porte d'entrée vers le plaisir, parce qu'on ne parle que de ça, de la lecture, ou alors on n'a pas la chance d'avoir un professeur comme ça, et on a un prof qui a lu que Anna Gavalda, et on lit Anna Gavalda. Comment est-ce qu'on va faire avec la lecture? Parce que franchement, c'est un défi. Enfin, on sait que le plaisir de la lecture, le plaisir de la solitude, de la rêverie, de la découverte du monde, de l'autre, de nos émotions, celles qu'on n'ose pas dire, etc., c'est là qu'on les comprend. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce problème qui est immense? Le problème, c'est vrai que notre système au niveau de l'apprentissage de la lecture, parce que c'est vrai que c'est là que les choses peuvent coincer, c'est qu'on a le choix de l'autonomie qui n'existe pas tout à fait en France, quoi. Il y a des livres qui sont imposés en France, on dit que chez nous, on a cette liberté, il faut garder notre liberté aussi, hein. Il faut qu'on puisse garder cette liberté d'apprentissage et d'autonomie. Mais oui, je me doutais que la question était quand même un peu pour moi. Ah, évidemment. Mais ça a été bien résumé au niveau du primaire. Je pense que ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a des référentiels qui existent. Et de ces référentiels, en français, en lecture, découlent des programmes. Programmes qui sont rédigés aussi par les réseaux dans leur autonomie. Ces référentiels et ces programmes contiennent tout de même un socle minimum de livres, et là c'est l'ancienne professeure de français qui vous parle, de livres du 17e, du 18e, du 19e qu'il faut aborder en fonction de l'année scolaire. Maintenant, au-delà de ce minimum qui est nécessaire, c'est vrai qu'il y a une liberté, une autonomie laissée à l'appréciation de l'enseignant. Alors l'enseignante que je suis a envie de conserver cette liberté. Maintenant, je pense aussi que le jugement qu'on peut porter sur un livre peut aussi être travaillé en classe comme étant l'esprit critique de l'élève qui se met en route suite à la lecture qui lui a plu, qui ne lui a pas plu ou qu'il a trouvé justement complètement ridicule. Et ça, c'est aussi un vrai travail que les enseignants peuvent mener. Et le cours d'éducation à la philo et à la citoyenneté, par exemple, met vraiment en œuvre ce questionnement critique, participe aussi à toute la réflexion d'éducation aux médias et d'éducation à la lecture également. Je n'ai pas le nom de la personne qui a posé la question, mais va-t-on être obligé d'évaluer la pratique de l'art à l'école? Si oui, selon quels critères, sinon avec quels effets pervers de sous-estime de soi? Alors, ici, on n'est pas encore rentré dans des détails comme cela, mais très clairement, ça fait partie des 7 domaines d'apprentissage. Donc, à tout le moins, je ne peux pas imaginer que dans la dimension connaissance, donc, pour rappel, il y a 3 dimensions, la dimension connaissance, la dimension de la rencontre avec l'artiste et la dimension de sa propre créativité. Alors, à tout le moins dans la dimension connaissance, ça me paraît évident qu'elle fera partie des évaluations. Dans la partie créativité et dans la partie rencontre artistique et rencontre de l'artiste, ça me paraît plutôt faire partie, mais je ne suis, c'est une réflexion personnelle du moment, plutôt partie de l'appréciation globale et du plan de pilotage et de son évaluation et de la conduite globale, y compris dans le dialogue nouveau entre les directions et les professeurs, plutôt que du côté individuel. Donc faisons bien la différence. Donc, par rapport à la question précise, la dimension de sa propre créativité, je pense que le but n'est pas de dire « toi, mon ami, tu n'es pas un Picasso ». Je poursuis de la même personne. Comment valoriser à l'école la démarche artistique plutôt que les résultats formels finaux? Et cette personne, je le cite parce que la formule est très jolie. Droit à l'erreur et à la fécondité de l'erreur. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ça, la fécondité de l'erreur. Depuis de nombreuses années, on prône les sorties scolaires pour fréquenter les espaces culturels. Pourquoi si peu de sorties prévues, une par an? Vu le nombre de disciplines à découvrir, c'est peu, nous dit-on.
Marie-Martine Schintz. Oui, c'est à un moment donné le principe de la réalité et du réalisme budgétaire. C'est un premier pas. On ne peut pas deviner comment ça va s'amplifier par la suite, mais en tout cas, le groupe central, dans sa proposition, a voulu vraiment faire une proposition qui tenait compte d'un budget qui est soutenable pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pourquoi pas une alliance culture-école, 3 petits points, jeunesse, organisation de jeunesse, centre de jeunes? Mais ça, je veux dire, ça va de soi. Et un certain nombre de démarches dont on a parlé aujourd'hui sont des démarches qui sont au cœur vraiment de la dynamique des organisations de jeunesse. Et donc, quelque part, et c'est vrai qu'on ne l'a pas dit de manière explicite, mais je trouve assez extraordinaire que les résultats de la coupole culture, école, culture, de cette alliance-là, sont des résultats qui se réapproprient ce qui se vit en fait au quotidien dans la plupart des mouvements de jeunesse et des organisations de jeunesse. Oui, donc on est là aussi dans la continuité. Et on n'a pas parlé non plus que ces espaces-là, et je pense par exemple aussi à l'espace École des Devoirs, sont des espaces où le lien, le rapport à la culture est très fort, dans des espaces différents de celui de l'école. Donc voilà, on a parlé des académies, on aurait pu parler des organisations de jeunesse, des mouvements de jeunesse ou des écoles des devoirs. Très bien. Autre question, on a glissé magistralement sur la question de la formation des enseignants en arts vivants, arts plastiques et leurs pratiques, plus la capacité d'aller chercher les compétences où elles sont. C'est pourtant important pour pouvoir se parler sans devoir d'abord expliquer à des profs les vertus pédagogiques de la pratique et la rencontre de l'art, et pour que les profs osent faire avec. Je ne sais pas qui va répondre à cette question, et moi je ne l'ai pas comprise. Donc quelqu'un veut s'essayer ? Je me posais la question aussi, j'avoue, mais je suppose que c'est pour la formation initiale. J'imagine. Voilà. Qui a écrit cette question? Une question, c'est avec des points d'interrogation à la fin, normalement. Ici, il n'y en a pas. Mais je pense qu'Alda a évoqué, c'est vrai, peut-être brièvement, mais on est tenu ici par des formats assez courts. La question de la formation initiale, c'est aujourd'hui encore un large débat. Quand on lit le débat dans la presse, on parle beaucoup du nombre d'années de la formation initiale. En ce qui me concerne, et parce que nous allons être les premiers utilisateurs de cette formation initiale, je place beaucoup plus d'importance dans les contenus de la formation que dans la durée. Certains disent on va passer à 4 ou 5 ans. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui ne figure pas dans cette formation initiale. Et il y a énormément d'enjeux, comme par exemple la sensibilisation aux intelligences multiples. Et là, évidemment, quand on parle de ça, on rejoint bien sûr ce qui nous occupe aujourd'hui. Il y a toute la question des dyslexies, de tous les 10, pour lesquels les enseignants nous disent aujourd'hui « je ne me sens pas suffisamment outillé ». Il y a la question de gestion de l'hétérogénéité des classes. C'est également un point d'interpellation. Je pense que la liste des contenus pour la formation initiale, la liste est importante. Alda Gréoli, cette question, elle est pour vous. Quel pont avec les conclusions de la coupole qui a traité de l'accessibilité culturelle et la diversité culturelle? On y parlait de sortir la culture des lieux traditionnels, l'espace public, la compagnie itinérante, etc. Est-ce que ça pourrait constituer justement une réponse pour plus de culture à l'école? Mais donc, je trouve, franchement, c'est aussi un des enjeux des résidences. Et c'est vrai qu'on peut avoir chacun ses rêves. Dans ma tête, j'avoue que si je pouvais faire encore, et je sais bien que Marie-Martine et moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde, multiplier les résidences dans les écoles, mais multiplier aussi les résidences dans les centres culturels ou dans d'autres lieux. Pourquoi? Parce que ça permet d'aller beaucoup plus au plus près d'une population et de permettre à un artiste d'être dans la rencontre. C'est une première chose. 2, quand on parle d'accessibilité de la culture, il y a 2 types d'accessibilité. Il y a celle dont on parle tout le temps, c'est l'accessibilité financière. C'est de dire, est-ce que la culture est un bien, est une création que l'on peut partager, et quel est le prix de la culture. Mais il y a aussi l'enjeu, pour moi, fondamental, que chaque citoyen se dise qu'il a le droit à sa rencontre culturelle. Or, aujourd'hui, il y a trop de citoyens qui n'ont pas accès à la culture simplement parce qu'ils s'en privent du droit, simplement parce qu'ils se disent que ce n'est pas pour moi, simplement parce qu'ils ne croient pas qu'ils ont ce droit-là. Et ça me paraît fondamental. On l'a encore vu, je reviens encore à l'art numérique. S'il y a bien quelque chose qui laisse perplexe une partie de la population, c'est l'art numérique, parce que, Mais quand je revois ce qu'on a pu vivre, par exemple, dernièrement, encore samedi, au Quai 10, on avait une salle de gaming
vraiment avec une volonté, je veux dire, d'émancipation intergénérationnelle. On avait pour un temps réservé un genre de musée du gaming, et donc on avait des parents qui expliquaient à leurs enfants comment jouer avec un flipper électronique. Et par ailleurs, on avait des artistes qui avaient fait 2 installations numériques. Mais du coup, tout le monde s'est senti dans la continuité, tout à fait autorisé à aller à la rencontre de ces 2 œuvres d'art numériques, alors que si on avait eu un lieu réservé à ces 2 œuvres d'art numériques, à mon avis, les 91% des personnes n'auraient pas franchi la porte. Et donc ça, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire, ne pas confiner l'art, c'est aussi le fait de trouver des espaces publics où on va à la rencontre de l'art. Enfin, et j'en prends un au hasard. Faites un peu d'art en mathématiques, expliquez un peu l'architecture, et vous verrez que vous ne regarderez plus votre environnement de la même manière. C'est une évidence. Une dernière question. La majorité des opérateurs culturels ont pris conscience de l'importance de la médiation et y travaillent donc déjà. Certains opérateurs sont même uniquement dédiés à cette mission. Tout ceci possède dès lors une expérience, des exemples de bonnes pratiques, des ressources et des outils en matière de lien entre culture et enseignement. Comment comptez-vous reconnaître et intégrer cette expertise dans le processus d'opérationnalisation de cette alliance culture-école? Est-il par exemple prévu d'impliquer le secteur culturel en la personne des médiateurs dans la réflexion menée par la suite au sein d'un éventuel groupe de travail? Mais, évidemment, enfin, je veux dire, on n'a exclu personne. Tout le processus de bouger les lignes était ouvert à l'ensemble du public, donc il n'y avait aucun problème pour s'intégrer. Et par ailleurs, enfin, je veux dire, de capacité de médiation demain, on n'en aura jamais trop. Hein. Donc, il n'est pas question d'exclure les médiateurs. Bienvenue à bord. Michel? Oui, mais pas la même question. Ah, sur l'accessibilité. D'accord. Parce que dans le groupe de travail qui a planché sur cette articulation culture-école, c'est évidemment une question que l'on s'est posée. Aujourd'hui, sur la question de l'accessibilité, on a mis en place un certain nombre de systèmes, et c'est bien qu'ils existent, mais qui travaillent dans la réparation, je dirais. Hein, on connaît l'article 27, on connaît un certain nombre de dispositifs. Ce que nous avons réfléchi, c'est de dire, eh bien, la question de l'accessibilité, pour nous, doit être la résultante du parcours d'éducation culturelle et artistique. Commençons dès la maternelle, et de la sorte, on organise d'une certaine manière l'accessibilité de manière générale. Et c'est ainsi qu'on se l'est posé dans cette réforme qui va prendre des années évidemment à s'implanter. On vérifiera si notre hypothèse était bonne. En ayant parfois 1 ou 2 personnes qui travaillent à temps plein, on peut vraiment faire énormément jouer les artistes, qui vont générer des rentrées, qui vont pouvoir faire de l'activité à perte. En fait, ce que je veux dire, c'est que les jeunes n'ont pas qu'une vision de dépenses dans l'art. On a aussi des visions de cycle vertueux dans l'art. C'était ça que je voulais juste partager. Voilà. Un mot à rajouter? Si on fait un petit tour comme ça... On fait un petit tour. En fait, voilà, je voudrais appuyer ce qu'il demande. En fait, c'est donner des moyens à la création et des moyens de diffusion aussi pour pouvoir effectivement multiplier les séances, pour aller plus à la rencontre des publics. Et puis, je crois que c'est important aussi de s'appuyer sur ce qui existe déjà. Et donc, on parlait du livre tout à l'heure. On n'a pas sorti le mot bibliothèque, mais il y a les bibliothèques Évidemment. Qui sont là. Et les bibliothèques, c'est dans leur mission aussi de travailler avec les écoles. Donc, voilà, je crois qu'il y a vraiment un travail de réseau à travailler ensemble pour mutualiser tous les moyens et déjà pouvoir faire quelque chose de très bien avec ce qui est là, en sachant qu'il faut du temps, beaucoup de temps. La tournée des derniers mots, allez-y. Celui qui veut, celle qui veut. C'était bien comme conclusion, ça aussi, mais allez-y. Moi, j'avais encore un petit mot. Ici, on a beaucoup parlé des acteurs. J'ai envie de parler aussi un peu des jeunes. Bien Finalement, sûr. quand on va à la rencontre, nous, principalement, dans tout ce qui est art numérique, on voit qu'il y a un réel intérêt. Et eux sont ils sont enchantés d'en parler. Quand ils jouent à un jeu vidéo, ils veulent en parler, ils veulent raconter. Quand ils nous montrent quelque chose sur les réseaux sociaux ou sur un truc qu'ils ont trouvé sur Internet, on voit qu'il y a un réel intérêt. Et plus on commence à questionner le jeune sur le média, plus on voit qu'il commence à s'interroger, à s'éveiller. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'on voit qu'il y a l'intérêt. Ça les passionne, évidemment. C'est une belle porte d'entrée pour tout. Merci à tout le monde, vraiment. Merci à tous nos intervenants, intervenantes sur scène. Mesdames les ministres, merci beaucoup. Merci. Et l'équipe de Bouger les lignes et moi-même, on tient à remercier le domaine provincial de Fourneau-Saint-Michel et l'espace Arthur Masson
pour le décor, la direction et les équipes de Beaux-Arts pour l'accueil, la scénographie, lumière, la technique, le son, mais aussi nos invités sur scène. Merci beaucoup ceux et celles qui ont participé aux travaux et aux rencontres du Pacte pour un enseignement d'excellence et de bouger les lignes. Merci à tous, bonne fin de journée.